Donc, comment rendre les métiers de l'hôpital plus attractifs? Donc, c'est un des problèmes, bien évidemment, majeurs du système de santé aujourd'hui. L'attractivité des métiers à l'hôpital est l'un des sujets les plus importants et aussi les plus urgents. Les ressorts de l'attractivité sont nombreux, les freins également, que recouvre la notion de perte de sens. On parle beaucoup de perte de sens. Au-delà de la question essentielle des rémunérations, les attentes nouvelles des hospitaliers concernent différentes choses, les conditions de travail, le mode de management, les perspectives de carrière et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour en débattre et tenter de proposer des solutions concrètes pour redonner aux établissements les moyens d'accomplir leur mission. Donc, Sophie Barre qui est directrice adjointe du CH du centre hospitalier de Béziers, en charge des ressources humaines. Et là, vous ne nous aviez pas dit, mais le ministre François Braun, dans une interview au quotidien du médecin, a dit: à Béziers, j'ai vu un hôpital qui n'a pas de poste vacant, une direction heureuse et des soignants qui bossent main dans la main. Certains y arrivent. Donc vous allez nous expliquer. Ça me paraît tout à fait extraordinaire. Donc Sophie Barre, Pascal Leprince, chef du service chirurgie thoracique et cardiovasculaire à la Pitié-Salpêtrière. Médéric Monessier, directeur général de la Mutuelle nationale des hospitaliers, MNH, et Ludivine Videloup, présidente de l'Association nationale française des infirmiers en pratique avancée. Alors, avant d'aborder les solutions, je vous propose de faire un premier tour de table sur le constat. Alors, assez rapidement, parce que le constat, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de... Le Monde a fait cet été des enquêtes très descriptives sur ce qui se passait à l'hôpital. On voit bien qu'il y a un problème d'attractivité, on l'a bien compris. Mais donc, un rapide étape, et ensuite, on verra les points ou les leviers les plus importants à mobiliser rapidement pour inverser la tendance. Alors, on va commencer par vous, Ludivine Videloup. Un peu, alors, l'attractivité à l'hôpital, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui, vous avez Donnez-nous notre raison. sentiment comme ça, par rapport à tout ce qui a été déjà dit. Oui, alors ce que vous avez décrit, c'est tout à fait ça. Hein, c'est-à-dire que le contexte sanitaire a généré une vraie dynamique, des choses qui allaient très vite, des communications qui se faisaient entre les différents niveaux dans les structures hospitalières. Et tout le monde y a trouvé du plaisir, du sens, de l'intérêt, et on s'est dit bah, génial, waouh, ça y est, on est dans un quotidien qui nous convient, en fait. Ou en tout cas, on voit qu'il y a une marche en avant. Et puis, malheureusement, le soufflet est retombé. Alors, heureusement, il reste des choses, et tant mieux. Mais ça génère, ce soufflet qui retombe, ça génère de la frustration. Ça génère... on a parfois le sentiment d'un petit gaspillage. On se dit, bah zut... ça n'a pas poursuivi. On a envie de sortir d'une logique de volume, de quantité, mais d'être dans la qualité. On est des soignants, hein, donc on veut plus de temps auprès de nos patients. Ça, c'est le constat. Donc voilà, le constat d'une soignante. Voilà. Et vous êtes au CHU de Caen, hein, en néphrologie, oui. Et vous suivez des patients en alternance avec le médecin et vous, hein, et l'infirmière. C'est ça. Et ça marche plutôt bien. Donc, je suis infirmière en pratique avancée, donc voilà. Un nouveau métier qui existe depuis 2019. Et donc, je suis en consultation des patients en alternance avec 12 néphrologues. Je fais des examens cliniques, je peux renouveler des ordonnances, modifier des doses. L'objectif, c'est de faciliter le parcours des patients, être facilitateur, être une porte d'entrée. Tous mes patients ont mon numéro de téléphone et je ne suis pas débordée d'appels. Les appels sont toujours très pertinents et utiles. Et puis autour de ce métier, on va développer d'autres champs qui sont la recherche, qui sont la collaboration, qui sont des réflexions éthiques, et on essaye d'être innovant. Mais parmi vos collègues et puis les autres infirmières de pratique avancée, comment vous définiriez cette perte de sens? En fait, notre ADN de soignant, c'est être auprès du patient et répondre à ses besoins. Ça, c'est ce qu'on veut, en fait. C'est notre objectif du quotidien. Et quand on est obligé de passer autant de temps après une consultation pour gérer de l'administratif sur notre ordinateur, de passer d'un logiciel à un autre parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité, de générer des transports qui n'arrivent pas parce qu'il y a des problèmes logistiques, tout ça, c'est pas très plaisant, en fait. On a envie d'être auprès de nos patients, et tout ce qu'il y a autour, ça vient générer
du gravier dans les engrenages. Et ça, on aimerait bien qu'il y ait des solutions qui sont trouvées parce que c'est existant depuis longtemps. Il y a des avancées, des grandes avancées. Il y a vraiment du mieux, mais on voudrait que ça aille plus loin. D'accord. Alors, Médéric Monestier, vous êtes le patron de la FHF, vous êtes un chef d'entreprise, vous connaissez bien le monde hospitalier. Quel est votre regard par rapport à ça alors, sur le diagnostic, le constat, les difficultés des soignants à l'hôpital? Alors, je ne suis pas le patron de la FHF, mais de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, sinon je vais me faire gronder par la FHF. C'est pas moi qui ai demandé un putsch. Surtout qu'il y a des élections en ce moment, il faut faire gaffe. Vous ne vous présentez pas à la FHF alors. Non, a priori, c'est pas prévu à l'ordre du jour. Donc, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers est un grand groupe de plus de 6000 personnes qui est à côté des hospitaliers, aux côtés des hospitaliers et au cœur des hospitaliers, à la fois parce que notre gouvernance est principalement constituée d'hospitaliers en fonction. Nos collaborateurs sont parfois issus du monde de l'hôpital ou passent momentanément nous voir pour compléter leur cursus et leur carrière et leur expérience et voir d'autres choses pour essayer d'apporter de la richesse à l'hôpital. Nous sommes également chargés d'informer les soignants. Vous avez parlé du quotidien du médecin tout à l'heure qui a fait un article, c'est fait partie de notre groupe. Hospimédia, que certains connaissent, est aussi un organe de presse qui fait partie de notre groupe, au-delà du fait que nous travaillons avec les échos, etc. Et puis, nous sommes également extrêmement impliqués dans la protection à travers nos produits d'assurance, nos produits de prévoyance, et nous voyons une forme de dégradation, y compris dans l'exercice du métier, avec plus d'arrêts maladie, avec plus, donc on constate qu'il y a des problématiques. Et donc, en tant qu'assureur, on est à la fois contraint et obligé, pour maintenir nos équilibres économiques, de s'attaquer aux problématiques qu'on identifie et qu'on essaye de comprendre. Un élément que je voulais déjà évoquer, c'est l'hôpital a ses propres problèmes, mais plus globalement que ça, l'ensemble du monde du travail aujourd'hui est confronté à de fortes évolutions. Nous sommes tous, employeurs, confrontés aujourd'hui à des gens qui se posent des questions sur le sens de leur métier, d'une manière générale. Ça s'est accéléré avec le Covid, mais ça existait déjà avant. On est confronté de plus en plus avec des gens qui ont des difficultés à exercer des métiers qui amènent de la contrainte, des gardes de nuit, des nécessités d'astreinte, des nécessités à faire face aux complexités de la réglementation, et qui fait qu'effectivement, quand on est venu exercer un métier et qu'on doit d'abord commencer par traiter tous les sujets de réglementation, c'est compliqué. C'est également la nécessité de se former et d'avoir la disponibilité pour pouvoir se former et pour pouvoir travailler. Et effectivement, on se rend compte que par cette proximité que nous avons, que ces phénomènes qui sont à la fois des phénomènes liés au monde de l'hôpital, mais également liés au monde de l'évolution du monde du travail, plus des difficultés à recruter, parce qu'il y a aussi plutôt une situation de plein emploi, plus des problématiques d'inflation, plus etc. Ça fait beaucoup de choses qu'il faut embarquer dans l'hôpital, au-delà des problématiques de l'hôpital lui-même. Donc ne concentrons pas non plus toutes les problématiques et toute la faute sur l'hôpital, parce qu'il y a aussi un contexte global qui est compliqué et auquel l'ensemble des chefs d'entreprise et des entreprises et des établissements, qu'ils soient publics ou privés, doivent faire face et doivent s'organiser pour faire évoluer ça. Justement, c'est intéressant, parce que vous qui êtes chef d'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité quand même à l'hôpital? On dit hôpital-entreprise, c'est pas possible, c'est une honte, ça peut pas marcher. Donc quand même à l'hôpital, c'est particulier, c'est un métier particulier, et en plus on manque de soignants. Alors c'est un métier particulier, effectivement, il y a des vraies spécificités qu'il faut prendre en compte, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi des phénomènes plus globaux qui viennent percuter l'hôpital comme un employeur, comme un autre, et qui aggravent en ce moment le phénomène. Donc il y a des problèmes à gérer à l'hôpital, et il y a aussi une forme d'agilité que doit avoir l'hôpital, mais comme tout employeur, pour faire face à ces problématiques. Alors, Pascal Leprince, vous êtes chef de service à la Pitié-Salpêtrière, le plus grand hôpital européen. Donc, sur le constat, alors vous dites, vous insistez beaucoup sur le management, sur le constat avec vos infirmières, vos cadres. Comment vous voyez ça? Déjà, maintenant, je sais où elles sont à Béziers, en fait. J'ai compris. Maintenant, je vais bien les rechercher. Non, mais c'est ce que vous disiez, c'est qu'ils quittent la PHP à Paris même PHP, pour aller en Ile-de-France parce que c'est plus facile. Oui, parce que c'est plus facile de travailler en dehors de Paris que dans Paris intramuros actuellement, on le sait bien, parce qu'il y a des problèmes de logement, des problèmes de transport, et tout ça n'est pas vraiment adapté.
Le constat global, il est que de toute façon, les soignants de façon globale, et je mets dans les soignants aussi bien les secrétaires hospitalières, les secrétaires médicales, sans une bonne secrétaire, on ne fait pas de la bonne médecine. Les gens qui font le ménage dans les chambres, si c'est pas bien propre, on ne fait pas de la bonne médecine. Donc c'est tous ces gens-là qui sont autour du soin, qui gravitent autour du soin. Ils aiment leur métier, la question ne se pose même pas. Donc ce métier, il est attractif. Ces gens aiment travailler, ce métier est gratifiant. Mais il faut se faire une raison, on n'est plus vraiment à l'époque des religieuses, quoi. C'est tout, ça a changé un petit peu. Et le problème, c'est que les soignants... Mais ça veut dire quoi, on n'est plus à l'époque des religieuses? Ça veut dire qu'on n'est plus à se dévouer corps et âme, c'est ça? Oui, c'est même pas se dévouer corps et âme, c'est pas tout à fait vrai. C'est qu'il y avait, pour une religieuse, j'imagine, je ne suis pas dans leur tête, mais il y a une reconnaissance divine. Ah, oui, évidemment. Actuellement, la reconnaissance divine, on s'en tape un petit peu quand on est en train de travailler à l'hôpital. Et cette reconnaissance, elle n'existe pas tellement. Le personnel soignant, et encore plus le personnel paramédical, a vraiment envie d'amener une valeur ajoutée supplémentaire à ce métier, alors que le soin, il y a déjà une valeur ajoutée, mais c'est pas un acte technique. Il y a des pays où une infirmière a un acte technique, point barre. Et c'est considéré comme ça dans la tradition, ça n'inquiète personne. Mais c'est pas comme ça dans nos mentalités. Et donc il y a une volonté d'ajouter vraiment une valeur ajoutée importante à l'acte. Il y a besoin d'une reconnaissance, et la reconnaissance, elle est à la fois, on va dire, intellectuelle, mais elle est aussi forcément financière. Désolé, on a plus de facilité à remplir les cases lorsqu'on est en heures supplémentaires bien payé qu'on n'est pas en heures supplémentaires. Donc il y a aussi quand même la partie financière qui est importante. Et donc, il faut vraiment, vous parliez du management, ce que disait Ludivine par rapport à la marche en avant per-Covid, ça a été une marche en avant intéressante, mais pour beaucoup, ça a été une marche en avant au son du canon quand même. Et moi, je constate qu'à ce moment-là, on a déjà commencé à dérecruter. C'est-à-dire qu'il y a des infirmières qui faisaient leur travail en réanimation très bien, c'était leur boulot, et puis à côté de ça, on a mis des infirmières de rhumatologie, de dermatologie, à s'occuper des gens qui toussaient, crachaient, qui mouraient. Mais on voit combien de morts par an dans un service de dermatologie? Presque zéro, sauf des grands services avec des problèmes infectieux. Le problème, c'est que c'était sûrement efficient pendant le Covid, mais on a tendance quand même à vouloir continuer à appliquer ce genre de fonctionnement. C'est-à-dire, là, j'ai personne, je vais vous mettre là. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Et donc là, de fait, on dérecrute du personnel parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance que quelqu'un qui fait du bon travail en chirurgie cardiaque, il n'a pas forcément envie de faire du bon travail dans un autre service et inversement. Ça, je crois que c'est vraiment important. Donc c'est surtout les conditions de travail qui se sont dégradées. Les gens ont besoin aussi d'avoir des conditions de travail correctes, des conditions de vie familiale correctes. C'est pour ça qu'il faut jongler sur les 7h36, les 10h, les 12h, faire des choses mixtes. On va y arriver, aux solutions. Mais ce qui est frappant, c'est que les métiers de la santé sont plébiscités dans les études, quand on voit le nombre pour les médecins, pour les infirmiers, etc. Et ils ne veulent pas aller travailler à l'hôpital. Enfin, de moins en moins. C'est comme... C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que pour l'instant, les conditions qu'on leur offre à l'hôpital, à la fois quelque part financière, mais aussi de reconnaissance. On s'était débarrassé pendant de nombreuses années, je ne vais pas faire plaisir à certains, mais vous savez, les Yaka Faucon, les les spécialistes du tableur Excel, quoi. Je trouve qu'en per-Covid, et encore actuellement, on a de nouveau dans les hôpitaux des gens qui sont des Yaka Faucon. Il faut qu'on se redébarrasse de ces gens, que les gens viennent dans les services, viennent en contact. Vous pouvez nous donner des noms sur les Yaka Faucon? Non, je ne peux pas donner. Non, mais c'est l'administration, vous voulez dire, c'est ça en fait. Non, mais ceux-là, ils ne sont pas en pénurie, ceux-là. Ceux-là, ils ne sont pas en pénurie, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on pourrait laguer un peu. Non, mais dans les services, vous parliez de l'encadrement. On a un directeur là. Vous parliez de l'encadrement. L'encadrement, moi j'ai des cadres actuellement qui sont top. Par contre, il y a une direction des soins infirmiers qui est une aberration. Des soins infirmiers, direction médicale, pourquoi déjà on ne mélange pas les deux? Mais une direction des soins infirmiers qui, de fait, pour un certain nombre, sont des Yaka Faucon. Ah ben vous n'avez pas de personnel, remplissez-moi le tableau. C'était la réponse qu'on a fait une de mes cadres aujourd'hui lorsqu'elle posait la question. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Et donc il faut que ces gens-là viennent dans les services, soient au contact et apprennent à parler aux gens qui font le travail de soignant. Alors, au niveau des infirmiers, vous nous disiez, on a eu un encadrement houleux. Il y a un moment, ouais. Ça a duré 1 an et demi et on a réussi à supprimer cet encadrement houleux, c'est votre expression. Ouais. Donc c'est vraiment ça le problème de l'encadrement. Faut bien comprendre comment faire en sorte de trouver le bon encadrement à la bonne situation? C'est pas facile. Moi, j'ai grandi avec des cadres qui étaient dans le service depuis toujours, qui géraient ça. C'est les surveillants, surveillants générales, etc. Et premièrement, je pense que c'est le personnel soignant le plus maltraité de l'hôpital, les cadres. C'est-à-dire qu'elles sont louables et corveillables à merci.
mal rémunérées, elles n'ont quasiment pas le droit de faire des astreintes chez nous. Donc, elles ont tous les inconvénients et quasiment aucun avantage. Et vraiment, elles bossent comme des malades. Ou elles, ou ils, mais c'est souvent elles. Et si vous avez dans un service quelqu'un qui a ce que j'appelle un mauvais cadre, quelqu'un qui fait mal l'encadrement, c'est-à-dire qui ne gère pas bien son personnel, le personnel s'en va. Moi, j'ai eu ça pendant 1 an et demi. J'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai eu une réunion avec l'administration, on m'a fait une audite, on m'avait dit non, c'est parce que vous travaillez trop, que les gens s'en vont. Ça va, quoi. Je veux dire, on a toujours travaillé comme ça. Vous n'êtes pas sympa, quoi, avec les infirmières, vous êtes... Oui, c'est ça. Et on a fini par faire une réunion où les infirmières ont pu s'exprimer directement et les gens ont compris de fait qu'il y avait un vrai problème d'encadrement. Mais comme on n'a pas pris de décision, la personne considérée a fini par s'en aller d'elle-même à l'école des soins infirmiers, par exemple. Voilà. Et maintenant, j'ai de nouveau des cadres qui font le taf et qui remontent le service. Mais si on ne prend pas, là encore, en compte la spécificité de ces cadres qui se battent pour que les services fonctionnent, pour avoir du personnel, pour avoir du matériel, et qu'on les emmerde en permanence avec des tableurs, des machins, remplissez-moi ce truc-là, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que les gens s'en vont. D'accord, alors justement, ça tombe bien, on arrive en direction hospitalière et surtout des ressources humaines. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Il y avait des auditions au Sénat sur la situation à l'hôpital. J'avais écouté quelques auditions et il y avait un fossé colossal entre les soignants, on va dire, et les administrations, les directions de l'hôpital. J'ai l'impression que c'est deux mondes qui n'arrivaient pas à se comprendre. Enfin, c'est dans les témoignages que j'ai entendus en tout cas. Alors vous, à Béziers, c'est formidable. Hein, le ministre l'a dit, donc on est obligé de le croire. Comment vous réagissez à cela? Alors, il y a une pénurie peut-être, mais comment au niveau... Il y a les problèmes de salaire qui ont été augmentés insuffisamment sûrement, mais au niveau des conditions de travail, du management, comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous proposez, vous, à Béziers, pour que ça marche si bien? Sans langue de bois, hein. Sans langue de bois. En tout cas, je partage le constat qui est de considérer que l'hôpital n'est pas épargné par la crise du recrutement, une crise d'attractivité. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'à l'hôpital, il y a plus de 100 métiers. Donc, il y a les métiers soignants, il y a le personnel médical, mais il y a aussi pour que le personnel médico-soignant ait tous les moyens pour bien travailler, il faut des logisticiens, il faut des informaticiens, il faut des personnes qui font les bulletins de salaire aussi, qui gèrent les carrières des personnels. Donc, il y a vraiment un sujet de compétences et d'attractivité. On le rencontre aussi. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça veut dire que c'est un système très complexe et un fonctionnement qui ne s'arrête jamais. Un hôpital, ça ne ferme jamais. Donc il faut aussi assurer la pérennité du fonctionnement H24 pour tous ces métiers-là et toutes les fonctions qu'ils assument. Donc ce constat, on le fait aussi à Béziers, c'est-à-dire qu'on s'est dit, pour qu'on puisse fonctionner correctement, pour qu'on ait des conditions de travail pérenne et attractive, il faut qu'on revoie nos modes d'organisation. Donc on a travaillé avec la direction des soins, la direction des affaires médicales par exemple, pour revoir et renouveler tout notre processus administratif de recrutement par exemple. Donc ça a été un lien et une conversation. Je pense qu'à l'hôpital, c'est un métier de relation, d'interaction permanente. Ça se vit dans les directions, ça doit se vivre avec l'encadrement. Effectivement, c'est un maillon essentiel du fonctionnement hospitalier. Et la vie, elle se passe dans les services. C'est l'échelle du service qui est vraiment pertinente à l'hôpital pour les conditions de travail, pour les plannings, par exemple. Il n'y a plus de chef de service. Bien sûr que si. Chez vous? En tout cas, le binôme chef de service cadre de santé, aujourd'hui... Non, mais les chefs de département, ça n'a pas un peu amoindri l'unité d'action et... Non, il y a toujours des chefs de service à la PHP? Oui. Quand il y a besoin. Partout aussi, à Caen aussi, il y a des chefs de service? Oui. Il y a des chefs de service. L'organisation soignante, elle se fait à l'échelle d'un service. Les équipes, elles sont dans un service, elles ont un planning, un roulement dans un service. Et donc c'est ça qui est pertinent. Il faut que dans les directions, on soit en capacité d'offrir des bonnes conditions de fonctionnement et des organisations pertinentes pour que dans un service, les choses se passent bien. Alors là, on arrive aux solutions. Comment vous expliquez que vous y arrivez à Béziers, dans d'autres hôpitaux, on cite souvent Valenciennes, et dans d'autres hôpitaux, ça ne marche pas? C'est quoi? Est-ce que c'est parce que Paris, c'est particulier, parce qu'il y a le problème du logement, de la mobilité, etc., pour les infirmières, qui ont la même rémunération qu'à Béziers, où on va au travail en 10 minutes, on se loge beaucoup moins cher. Mais comment vous expliquez que dans un endroit, ça marche, ce que disait Agnès Buzyn aussi, est-ce que vous avez des bonnes pratiques qu'il faut diffuser et qui ne sont pas diffusées? Est-ce qu'il y a un problème de management, de formation, de direction? Pourquoi il y a cette telle plainte des soignants, du tableau Excel, pour l'exemple, de remplir des papiers dans tous les sens, et que chez vous, ça se passe bien?
Alors on doit aussi remplir des papiers à Voilà, l'hôpital non, mais de bien sûr, parce Béziers, que remplir on est des obligé de rendre des logiciels. comptes maintenant de plus en plus dans toutes les entreprises, à l'hôpital aussi, pour un peu faire de l'évaluation, etc. Mais pourquoi ça marche mal ailleurs? Je ne sais pas pourquoi ça marche mal ailleurs. En tout cas, nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on comprenne ce qui se passait dans les services. On a, par exemple, fait une campagne qui s'appelle le baromètre social, qui a été très largement suivie par les personnels hospitaliers qui ont répondu. Et donc, on voit qu'ils aiment toujours exercer leur métier, quelles que soient les catégories. Beaucoup de médecins ont répondu, évidemment, majoritairement des infirmiers, parce que c'est la part la plus importante du personnel. Donc, on voit que c'est aussi des potentiels sur lesquels il faut que nous, on puisse travailler. On dialogue beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que dans un fonctionnement hospitalier, il faut dialoguer, écouter, négocier, toujours aller vers le terrain, faire des allers-retours. Ça me semble essentiel. Et puis, écouter, ça suffit pas, il faut apporter des réponses et des réponses concrètes. C'est-à-dire que souvent, on parle de co-construction, d'intelligence collective. Ça, évidemment, c'est indispensable aujourd'hui de construire des choses avec les personnes concernées, mais il faut vraiment apporter des réponses concrètes ensuite sur le terrain. Est-ce que ça tient au fait que le centre hospitalier de Béziers n'est pas un mastodonte comme la PHP, ou est-ce que non mais on voudrait comprendre, parce que tout ce que vous nous dites, pourquoi c'est pas fait ailleurs, ça paraît plein de bon sens. En tout cas, je pense qu'on agit dans un écosystème et donc on travaille ensemble dans un système. Donc nous, on travaille ensemble à l'hôpital de Béziers dans le cadre aussi d'un territoire de santé qui est ce qu'il est, avec des cliniques, avec d'autres établissements dans notre groupement hospitalier de territoire. Je pense qu'en tout cas, le principe de dire il faut négocier, on a les outils réglementaires aujourd'hui pour négocier, les lignes directrices de gestion, l'accord local, le nouveau dialogue social. Donc ça, c'est impératif pour nous à Béziers de poursuivre dans cette optique-là et d'aller vers le terrain toujours. Alors, Médéric Monessier, vous qui connaissez bien l'hôpital et qui êtes chef d'entreprise, pourquoi ce management performant et de bonne loi n'est pas diffusé partout dans les hôpitaux? Comment ça se fait qu'il y ait vraiment des hôpitaux en souffrance? Alors, beaucoup de questions dans ce que vous venez de dire. Comment ça se fait qu'il y a des hôpitaux en souffrance? C'est la question à laquelle on essaie de répondre. Ce que nous on constate, c'est qu'effectivement, les bonnes pratiques circulent pas forcément, et ce qui est fait à un endroit donné est pas forcément identifié et répercuté ailleurs, et inversement, les problématiques sont pas forcément. Donc ce qu'on essaye de faire à travers la Mutuelle nationale des hospitaliers et du groupe, c'est d'identifier ces bonnes pratiques, de les mettre en valeur. On diffuse un certain nombre de trophées qui permettent d'analyser, de mettre en valeur les bonnes pratiques, de les présenter dans des salons, dans des conférences, etc., pour que les professionnels puissent travailler entre eux. On a des partenariats avec les établissements de santé, avec les associations, avec les organismes qui s'occupent d'embarquer effectivement et de porter des nouvelles pratiques, voilà, pour effectivement maximiser la diffusion de cette information, le partage voilà, parce qu'il y a des endroits où ça fonctionne, donc ça veut dire que c'est possible, qu'il y a des solutions, que voilà, il y a aussi parfois à aller chercher de l'innovation, à s'adapter en fonction du contexte. Oui, il y a effectivement des problèmes de logement en région parisienne, des problèmes de transport, et pour autant il y a des entreprises ou des organismes qui y arrivent. Donc voilà, comment elles font? Faut peut-être aller voir. Voilà, donc l'intérêt d'un organisme comme le nôtre, c'est justement d'essayer d'aller chercher, d'aller identifier ces pratiques, de les diffuser, de valoriser aussi ce que font les soignants, parce que ce qu'on a vu, nous aussi, on a fait un baromètre pour essayer de comprendre. On voit bien que le vrai sujet est le sens, à la fois le sens et le management aussi, et la qualité du management, et éviter les mauvaises pratiques. Donc d'un côté, on essaye de traiter ça quand on apporte des problématiques de formation, et on essaye de diffuser de la formation auprès des professionnels, mais également on essaye de mettre en valeur les soignants qui ont ces bonnes pratiques, pour que ça amène, parce que je pense que vous disiez tout à l'heure, il y a plus comment vous avez dit, la bonté divine, dans l'influence divine, ou la motivation divine, ou la reconnaissance divine. Je pense que ces métiers ont quand même besoin d'être remis sur leur piédestal, de montrer que on est aussi capable de faire ces métiers-là d'une belle manière, en y prenant du plaisir, et d'aller chercher effectivement les vocations. Voilà. Après, il y a un autre sujet que je voulais évoquer aussi, c'est attention aux jeunes.
Parce qu'on se rend compte, nous, en étant fortement présents, notamment dans les instituts de formation, que ce soit les IFSI ou les IFAS, que et pour être concerné à titre personnel, puisque j'ai 2 belles filles qui font des études d'infirmière en ce moment, c'est quand les jeunes sont accueillis en stage. Il y a des établissements dans lesquels ils sont super bien accueillis parce que là aussi le management a fait ce qu'il fallait pour accueillir. Et il y a d'autres endroits, mais c'est un repoussoir. C'est un repoussoir. Et du coup, l'étude qu'on a fait paraître, notamment au moment de Santexpo, c'est qu'en fait, il y a 30% des étudiants qui arrêtent leurs études pendant j'entendais la conférence juste avant midi qui disait, voilà, la conférence avant midi, on disait il va falloir doubler le nombre de soignants qui sortent des écoles. Si on a déjà du mal à ce qu'ils aillent au bout avec les effectifs actuels, ça va être compliqué, quoi. Vous expliquez ça parce qu'il y a des infirmières qui sont formées, qui arrivent, qui vont en stage, et là ils découvrent le métier, et s'en vont en courant. Et ils arrêtent. Comment c'est possible, Ludivine ? En fait, c'est ce que nous font remonter des étudiantes là que moi j'accueille en stage, c'est la difficulté de Parcoursup, c'est-à-dire que Parcoursup ça a du bon et je maîtrise pas à 100% le sujet, mais elles arrivent à l'hôpital et puis le premier stage, on arrive dans un environnement qu'on pensait pas être comme tel, donc il y a déjà un premier constat. Après, j'ai des remontées des étudiantes qui me disent l'objectif, c'est d'avoir le diplôme, une licence, et puis après, de bénéficier d'une passerelle parce que finalement, ce métier-là, je ne vais pas y travailler. Donc, elles viennent chercher une passerelle pour basculer sur d'autres métiers. Donc ça aussi, c'est des soignants. Mais Parcoursup... Moi, j'ai eu deux statistiques récentes sur 2 écoles d'infirmières dans le sud-ouest. Il y a une école où il n'y a aucune étudiante qui est allée dans l'hôpital public. Et l'autre, il n'y a que 13% de l'effectif qui est allé dans l'hôpital public. Tous les autres, ils seront allés soit dans le privé, soit carrément dans d'autres métiers, parce qu'effectivement, c'est une passerelle pour faire d'autres métiers. Ouais. Trop dur. Et alors parce que Parcoursup, c'est un choix en fonction de critères. Donc, ils font le choix de faire des études d'infirmière, mais ce n'est pas un choix très fort, c'est ça que vous voulez dire ? Alors... Moi, je suis pas la génération Parcoursup, mais ce que j'en comprends, c'est ça. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'elles font plusieurs choix et que c'est le métier d'infirmier parce qu'il y a une vraie demande. Il faut remplir les écoles et quand on n'a pas le choix numéro 1, eh bien on arrive pas par dépit, mais en tout cas c'était pas le premier choix. Un peu par défaut. Et puis arrive le constat que c'est pas un métier qui est si facile, qu'on est au proche des patients, qu'on a aux difficultés, à la douleur des patients, aux pleurs, et tout ça, il faut aussi être prêt à faire tout ça. J'ai la semaine dernière une étudiante, je trouvais que c'était très caractéristique, et ça c'était nouveau. En un certain nombre d'années que j'accueille des étudiantes, on va dire ça comme ça, habituellement on leur dit mais qu'est-ce que tu envisages après comme spécialité ? Et toujours elles me répondaient psychiatrie, chirurgie, etc., une spécialité médicale. Et pour la première fois la semaine dernière, l'étudiante m'a dit « Je ne souhaite pas choisir une spécialité, je souhaite prioriser mon cadre de vie. » Et donc, ma première réaction, ça a été de me dire « Alors, il faut que j'analyse cette information-là. » Voilà. Et c'est puis plus après, que c'était. Voilà. Et puis après, je me suis dit « Mais finalement, peut-être que c'est grâce à elle qu'on va faire bouger les choses parce qu'elle s'oppose à certains critères que nous, on a acceptés probablement, qui étaient comme ça. Et peut-être que cette génération-là va faire évoluer et ils sont prêts, et bien tant mieux. Donc après, il faut l'accompagner, etc. Mais elles sont là et elles osent y mettre des mots, et ce qui est pas mal à mon avis. Alors, Sophie, ce que je n'arrive pas à bien comprendre, c'est que vous, donc je reviens toujours sur ça, c'est saisissant, ça marche chez vous, vous dépendez du ministère de la Santé, donc il y a des formations, il y a des instructions, il y a plein de choses, des directives, et pourquoi ces directives, ces organisations ne touchent pas les autres hôpitaux, certains hôpitaux qui n'arrivent pas à s'en saisir ou qui n'arrivent pas à faire un management et créer des conditions de travail meilleures? On reste des établissements publics autonomes. Donc je vais illustrer par exemple... Vraiment autonomes ? Autonome dans notre gestion, dans la politique qu'on développe, encadré par des textes. Mais par exemple, dans tous les établissements publics de santé, on doit définir un plan d'action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a une circulaire, des décrets qui précisent ce qu'il doit y avoir dans ce plan-là. Donc tous les hôpitaux sont censés l'avoir fait et l'avoir transmis à l'Agence régionale de santé il y a un peu plus d'1 an. Dans notre plan d'action, on a imaginé une action en faveur des femmes enceintes, en considérant que le congé maternité et la maternité
pouvaient constituer des freins dans les évolutions de carrière et que le moment de la grossesse était parfois difficilement compatible avec un exercice professionnel à l'hôpital. Donc par exemple, pour toutes les femmes enceintes, les médecins, les infirmières, les autres personnels, on propose un entretien individuel. Donc c'est soit la directrice des affaires médicales, soit moi qui le reçois, où on leur dit ben voilà, vous êtes enceinte, est-ce que vous avez des besoins particuliers, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour que ce moment-là heureux, d'abord on félicite les femmes enceintes en disant félicitations, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour que vous vous sentiez bien à l'hôpital de Béziers si votre grossesse vous permet de continuer à travailler. Et donc ça veut dire c'est des places de parking plus près dédiées aux femmes enceintes, c'est des tenues de grossesse, c'est des plannings aménagés, parfois des missions particulières parce qu'en service c'est pas possible, parce qu'il y a des risques professionnels trop importants. Donc ça c'est aussi en termes de considération de ce que vit la personne de manière individuelle, comment aussi elle peut concilier sa vie privée, sa vie professionnelle, ses aspirations. On peut accueillir ça, je crois, quand on est un employeur. Oui. Bon, les établissements hospitaliers sont autonomes, mais ils sont évalués. Comment cette évaluation se fait justement par le ministère, par les ARS, pour vérifier les mauvaises pratiques, les difficultés, enfin, un mauvais encadrement pendant 18 mois. Enfin, quel contrôle il y a? C'est ça qu'on arrive du mal à saisir. Pourquoi les choses s'améliorent pas plus vite? C'est la Haute Autorité de Santé qui vient certifier les établissements. Et donc, il y a un certain nombre de critères. Il y a un nouveau manuel de certification qui regarde effectivement tout ce qui est aussi autour du management. Et aujourd'hui, qui regarde quel est l'impact sur les professionnels et sur les patients de ce qu'on peut faire en termes, au niveau de la direction, de la gouvernance. Donc, c'est comme ça qu'on est évalué et certifié. Et ensuite, il y a les procédures d'évaluation classiques du directeur par le directeur de l'ARS. Ludivine Videlou, alors quelles sont les solutions alors? Vous, au CHU de Caen, c'est un immense bâtiment qu'on voit très 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 loin, qui va être détruit, paraît-il, en plus, qui a plein d'amiante. Oui. Méfiez-vous. Hein. Alors qu'est-ce que, au niveau de votre association, dans ce magnifique paquebot, quels sont, alors on va arriver un peu à la conclusion, quelles sont, en tout cas aux solutions plus précises, quelles sont les solutions pour rendre l'hôpital, les métiers de l'hôpital plus attractifs? Alors j'ai bien des idées, il en existe plein. Bravo pour cette initiative parce que c'est pas comme ça partout pour les femmes enceintes. Donc ça, c'est important à souligner. On a bien compris que Béziers, c'était particulier. Ouais, mais il faut communiquer sur ça pour que ça diffuse. En tout cas, les leviers, les choses très concrètes, c'est bien évidemment la reconnaissance salariale, on en a parlé, mais pour les infirmières en pratique avancée, par exemple, il y a des structures hospitalières qui font des concours sur titre, d'autres pas en France. Donc quand il y a un concours sur titre, ça déporte de, par exemple, 6 mois la reconnaissance sur la grille des IPA. Donc elles font faisant fonction d'IPA, mais non pas le salaire. Ça, c'est quand même, ça génère des crispations. Il y a la reconnaissance de tout ce qui est intellectuel. Alors ça, on en a parlé, mais quand on veut faire de la recherche et qu'on s'intéresse à la recherche, très vite, on arrive face à un frein, c'est-à-dire que vous voulez faire de la recherche, c'est super, on vous encourage, mais il va falloir faire ça sur vos RTT, votre temps libre, parce qu'on ne peut pas vous dégager du temps. Donc, à un moment donné, ça a des limites. On peut être investi, mais ça ne peut durer qu'un temps. Il y a tout ce qui est accès à la formation. Alors, on a un accès à la formation, mais est-ce que derrière, pendant le temps de la formation, le retour est préparé dans les services ? Je ne suis pas sûre toujours. Est-ce que c'est potentialisé ? Parce que dans les hôpitaux, combien d'infirmières ont des DU Play Cicatrisation ? C'est par dizaines. Et on ne sait même pas toujours quels sont ces... Enfin, on les identifie pas toujours très bien. Et je crois qu'on ne rend pas efficient leur connaissance qui se perd au cours du temps. Donc ça, c'est dommage, à mon avis. Et les IPA, c'est pareil. Dans le monde des IPA, c'est où elles sont. Donc comme vous l'avez dit, je suis dans un très grand bâtiment. Pour le moment, je suis toute seule, mais à terme, on sera... là, dans 2 ans, on sera quasiment 12 IPA dans l'établissement. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait connaissance de mon existence, de à quoi je sers, comment je sers. Donc ça, il faut faire un gros travail de communication. Après, il y a, je crois vraiment, un mot que j'aimerais vraiment que vous reteniez ça, c'est il faut faire confiance aux soignants et les responsabiliser. Alors, on parle des cadres, et c'est vrai, elles sont indispensables. C'est plein de maillons, mais c'en est un. Mais les soignants, c'est aussi un maillon indispensable. On est les professionnels les plus représentés auprès du patient. Et en fait, on a envie que cette reconnaissance, elle passe par ça, par être présent autour des tables,
Ce matin, j'étais présente dans cette salle. Plusieurs fois, je me suis dit, bah zut, on parle des médecins, les médecins sont là, les médecins sont présents, indispensables. C'est pas, je remets pas ça en cause, mais est-ce qu'autour de ces tables, il y a aussi des soignants, pas que des infirmiers, hein, les kinés, les psychologues. On est source d'idées, source d'innovation, on sait de ce dont on a, nous, besoin. Donc, mettez-nous autour des tables et on est force de proposition. J'en suis... enfin, voilà, si vous pouvez retenir ça, ça me fera grand plaisir. Et puis après, bien évidemment, l'innovation dans les nouveaux métiers. L'IPA, c'est un nouveau métier. On a actuellement des leviers, des freins à l'implantation qui sont décriés dans plein de tables rondes. Il y a plein de nouveaux métiers qui vont arriver. Inspirez-vous de ce qui se passe pour les IPA. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Ça se construit, en fait, tous ces nouveaux métiers-là. Donc, pensons à long terme. Et alors, il y en a qui proposent un ratio d'infirmières par rapport au nombre de lits de malades pour améliorer les conditions de travail. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Alors, c'est des choses qui existent déjà, des ratios, tant d'infirmières pour tant de lits. Ça existe déjà. En fonction des spécialités, il y a plus ou moins d'infirmières. C'est-à-dire que le ratio n'est pas respecté, c'est ça, non ? Le ratio est censé être respecté. Après, ce qui est alors là, peut-être que Madame pourra plus en parler que moi, elle maîtrisera mieux, mais ce que j'en comprends, c'est qu'à une époque, c'était nombre de lits, nombre d'infirmières, et puis à un moment donné, on est passé à nombre de lits occupés, nombre de soignants. Donc il y a eu un gap. Et donc, ça a généré aussi une modification dans le nombre de soignants qui est pas négligeable, en fait, et qui, de nouveau, génère peut-être une incompréhension, une frustration de la part des soignants. Les ratios, alors, madame ? Il y a des activités qui sont réglementées avec un taux d'encadrement infirmier, aide-soignant, avec par type de spécialité. Et le plus gros de l'activité hospitalière, c'est des organisations internes, un nombre de lits, des équipes infirmiers, des binômes infirmiers et aides-soignants, plus des soins... Mais c'est une revendication, les ratios, donc je pense que ça doit être interrogé, en tout cas, sur la charge en soins, et c'est là où la direction des soins dans les hôpitaux a un rôle essentiel, c'est d'évaluer la charge en soins, le nombre de personnel qu'il faut par rapport à un nombre de lits, et les malades qui sont accueillis dans ce lit, et ça doit se faire aussi avec le médecin, évidemment. Alors, à Paris, oui. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les ratios en tant que tels, l'application brutale et stupide des ratios n'a pas de sens. Le niveau d'activité en fonction du nombre de lits va être différent en fonction de la spécialité. Et aujourd'hui, on applique juste les ratios. Voilà. Ah bah non, vous avez le ratio d'infirmière. Mais en chirurgie cardiaque, c'est pas la même chose qu'une fois de plus en rhumatologie ou en médecine interne. Et pourtant, c'est le même ratio. Donc, vous voyez, ça vraiment, ça doit être interrogé. Quitte à, on peut difficilement sortir du carcan officiel en France, mais en tout cas, faire dans ces cas des fonctions transverses. Moi, j'ai des infirmières la nuit qui, à la fois, s'occupent chacune donc, de 9 à 10 patients. Mais quand il y a une transplantation, elles vont aussi gérer la transplantation. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc avant, on avait une personne supplémentaire qui gérait la transplantation et filait un coup de main, justement. Mais petit à petit, on a tiré vers le bas. Et ça, c'est extrêmement important parce que la quantité de travail n'est pas la même. Mais vous, dans votre service, vous avez la latitude d'adapter le temps de travail des infirmières, des médecins, mais tout le monde doit être au bloc à 7h15. Dans les chirurgiens, on a un staff à 7h15 parce que les anesthésistes arrivent vers 7h15, 7h30. Il ne paraît pas logique que les uns arrivent avant ou après les autres. J'aime bien que tout le monde arrive en même temps. Maintenant, si les chirurgiens ne sont pas au staff, ils ne sont pas au staff. C'est pas grave. Mes internes sont là, on fait de l'enseignement au staff. Donc on essaye de faire en sorte que tout le monde arrive en même temps. Mais vous avez la capacité d'organiser le temps de travail, c'est ce que vous me disiez, non ? Le temps de travail des médecins, oui, on l'adapte, c'est-à-dire que chacun s'organise comme il veut. Le tout, c'est que le travail soit fait. À partir du moment où le travail soit fait, moi, si un médecin me dit, il ne me dit même pas, de toute façon, s'il n'est pas là, mais que le travail est fait, ça ne me pose pas de problème majeur. Donc, ils sont là pour opérer, quand même. Oui, mais ils sont là pour opérer. Et de toute façon, s'ils ne sont pas là, je le fais. Moi, je suis là. Voilà. Et à côté de ça, par contre, on a plus de difficultés à adapter le temps de travail du personnel paramédical, du personnel non médical. Parce que, ça ne dépend pas de moi du tout, à la base. Même si je n'ai pas d'infirmière, je ne travaille pas. D'accord ? Et si j'ai pas de bonnes infirmières... Donc c'est la bonne relation entre le ou la cadre et le chef de service. Ouais. Juste pour un exemple, on parlait je pense que ce qui a été dit plusieurs fois, c'est que ça se fait dans les services. Ça se fait pas... nous, dans nos DMU, là, les départements médico-universitaires, ça ne se fait pas dans les pôles. Il y a d'autres choses d'organisation qui se font ailleurs. Mais le service avait été un peu amoindri à un moment. Ça revient parce que c'est une famille, on travaille dans la famille.
On peut avoir aussi, l'être humain a quand même une organisation un petit peu tribale, hein, je suis désolé. De proximité, on va dire. Ouais, on va dire proximité, c'est plus joli que tribal. Enfin, ça ressemble parfois un peu quand même à des tribus. Pour l'exemple, j'ai dans le service... et les tribus. Ouais. Alors, je vais faire un troisième truc. On a créé dans le service un hôtel hospitalier. Parce qu'on a des lits qui sont vides, pour lesquels je n'ai pas de personnel. On a voulu créer un hôtel hospitalier avant que le décret sorte. Alors là, on s'est fait rentrer dedans, peu importe. Et le décret est enfin sorti, donc on a créé un hôtel hospitalier. J'ai une aide-soignante, Martine, je peux la citer. Martine, elle me connaît depuis que je suis gamin dans le service. Oui. Déléguée CGT, qui a pris cet hôtel hospitalier en main. Ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'elle s'est épanouie déjà, alors que c'est une aide-soignante lambda. Maintenant, c'est la concierge de l'hôtel. La gardienne. Non, la concierge. Non, la concierge au terme de la conciergerie. Non, pas la gardienne, la conciergerie, mais à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle gère ça, elle a tout décoré, elle a mis des photos, les gens sont heureux. Ben voilà, c'est ça, c'est pas grand-chose. Et en même temps, elle est épanouie. Donc on peut créer des choses au sein des services, mais ça se fait au sein des services en faisant confiance. Dernière chose sur les IPA. À un moment, quand même, il faut qu'on mette un petit peu aussi, qu'on se mette un peu le nez dans le caca. Les IPA, moi, j'ai appris mon métier de chirurgien cardiaque, notamment le post-opératoire et de post-transplantation, avec des IPA, dans d'autres pays que la France, parce qu'à un moment, c'était il y a plus de 20 ans. Voilà. Donc, il faut peut-être qu'on avance un petit peu, quand même. Oui, on avance, mais lentement. Ouais. Vous avez un nouveau patron à la PHP. Est-ce que vous en sentez son effet? Pas encore. Ni bien, ni mal. Non, ni bien, ni mal. Une fois de plus, je suis critique, mais il y a plein de choses qui sont bien. Mais si on n'est pas critique, ça ne sert à rien, quoi. Je suis pas il y a quand même un vrai problème de conditions de travail à l'hôpital. Oui, mais en même temps, Martin Hirsch faisait très bien, ses prédécesseurs faisaient très bien. Ils font avancer les choses, mais une fois de plus, je crois qu'il faut, là, on est dans une crise majeure, et il faut faire confiance aux gens qui sont dans les services. Il nous reste 2 minutes. Alors, un mot de conclusion sur l'attractivité, justement, quel est le point, le levier qu'il faudrait actionner en priorité pour que ça avance plus vite, un tour de table, même s'il n'y a pas de table. Alors, Ludivine, forcément, je ne peux pas terminer sans ne pas parler des IPA, puisque c'est quand même mon cœur de métier. Mais vous avez raison, les infirmières praticiennes et cliniciennes existent depuis 50 ans à l'étranger. Ça fonctionne. Des études à grande échelle dans 12 pays développés avec des IPA ont montré leur efficacité. La France arrive. On a des freins, mais on a aussi des leviers, mais il faut aller plus loin. Donc, les IPA françaises demandent à avoir accès, par exemple, à l'accès direct. Alors, bien évidemment, ça génère des crispations, mais il faut les encadrer. Il faut que ce soit accompagné en collaboration étroite avec les médecins, parce que c'est ensemble qu'on suit les patients et tous les professionnels. Hein. Mais parfois, ça peut être utile. Il faut pouvoir passer un message de communication générale sur le territoire national, parce que malheureusement, beaucoup ne connaissent pas le concept de la pratique avancée, et tant qu'on ne maîtrise pas le sujet, on a l'imaginaire qui travaille un peu trop, et ce qui est délétère. Donc c'était une conclusion en un mot. Pardon, et le dernier mot, oui, et après j'ai fini, c'est que les 9 et 10 novembre, c'est les journées nationales des IPA portées par l'association, c'est au ministère de la Santé, et donc bien évidemment, si vous vous intéressez à la pratique avancée, vous êtes les bienvenus. Et 9 et 10 novembre. 9 et 10 novembre. La veille du 11, merci. On se souviendra. Oui. Médéric Monestier, en un mot, alors réellement. Alors, en un mot, moi je dirais Phosphoria, qui est une des entreprises du groupe qui déploie nos campagnes de formation. Pourquoi je parle là-dessus, c'est que Ludivine a beaucoup parlé de la problématique du temps. Attention à pas tomber dans la spirale infernale qui est de dire on a moins de personnel, donc on a moins de temps, donc on a moins de personnel, etc. Il faut arriver à former les gens. Alors après, à les rendre disponibles pour qu'ils s'informent, pour qu'ils aillent chercher les innovations, d'autres pratiques ailleurs, et à travers ça, aussi peut-être essayer d'innover. Par exemple, plutôt que d'envoyer tout le monde en formation, parce qu'on peut pas le faire, mais peut-être d'apprendre à envoyer un, et qu'ensuite lui SM à l'intérieur du service, etc., etc. Voilà. Et deuxième élément, c'est que attention aussi, et notamment, vous savez que à travers la réforme de la protection sociale complémentaire, il y a une véritable révolution qui s'annonce dans le monde de la protection sociale et notamment de la couverture mutuelle. Attention à travers ces réformes à ne pas casser le statut unique de l'hospitalier qui doit être en capacité de pouvoir être mobile. Vous plaidez pour votre cause ou... Non.
Non, parce que nous on est engagés dans la réforme et on en fait plutôt une opportunité, mais attention, ce qu'on estime important, c'est que les soignants restent mobiles, conservent ce caractère de mobilité qui fasse qu'il n'y ait pas de concurrence entre les établissements et qu'ils puissent aller finalement essaimer les bonnes pratiques, partager les bonnes pratiques, et lorsqu'ils ont été bien formés à Béziers, eh ben qu'ensuite ils aillent ailleurs et qu'ils aillent développer leur savoir-faire. Le risque, c'est qu'ils risquent de rester à Béziers. C'est tout ce que je leur souhaite. Alors Pascal Lebrun, alors réellement un mot. Alors Et vous deux. Écouter et faire confiance. Les anciens textes parlent du soin comme un acte d'amour, donc laissez-nous aimer. Voilà. Je pense que, et ça on sera... On n'a pas bien entendu la... Laissez-nous aimer, c'est-à-dire c'est un acte d'amour, l'acte de soi, c'est ce que dit Platon. Donc, oui. Laissez-nous aimer, c'est-à-dire que les gens aiment leur métier, ils aiment les gens. Donc laissez-les soigner et écoutez-les et faites confiance. Voilà. Béziers. Je dirais que je rejoins ce que vous venez de dire. Moi, j'aime profondément le métier que je fais parce que je le fais à l'hôpital. J'aime profondément l'hôpital. Je suis très admirative de l'engagement de tous les professionnels qui y sont parce que c'est un métier très exigeant. C'est un métier, voilà, les gens s'engagent. Je crois que c'est important qu'on reconnaisse cet engagement, qu'on l'accompagne, qu'on accueille les jeunes professionnels, qu'on accueille les professionnels qui restent aussi dans les établissements, qu'on accueille ce qui se passe de nouveau, qu'on soit capable d'écouter, d'entendre les nouvelles aspirations, les nouveaux besoins, les problèmes qui se posent. Donc vraiment, l'hôpital, c'est une terre d'accueil, donc aussi pour les problématiques qui se jouent au sein de nos établissements. Et je crois que c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup mesdames, merci messieurs. Et on passe, bravo.